Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes qui nous suivez en ligne, bonjour. Ce mercredi 13 mars 2024, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comptait 8 mesures générales, dont un projet de loi et 7 projets de décret, 2 mesures individuelles et 4 communications. Je voudrais à présent évoquer avec vous le compte-rendu donc des différentes mesures, des différents textes adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 19 novembre 2018 relative à l'état civil. Ces modifications portent précisément sur les modalités de la rectification des erreurs et omissions affectant les actes de l'état civil, l'harmonisation de la procédure de reconstitution des volumes de registre en cas de destruction, de détérioration ou de perte, ainsi que le réajustement de la procédure de régularisation des volumes de registre d'état civil irrégulièrement ouverts et des actes d'état civil irrégulièrement dressés. Il prévoit en outre un dépositaire central chargé de recueillir et de conserver électroniquement les enregistrements dématérialisés de tous les actes de l'état civil de l'ensemble des registres de l'état civil du territoire national, de façon à assurer la célérité des activités de gestion des actes de l'état civil et notamment la délivrance systématique des copies électroniques des actes de l'état civil. Toujours dans le cadre de ces mesures générales, je vais à présent évoquer les 7 projets de décrets qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 12 octobre 2011 portant institution du poste de directeur des ressources humaines dans tous les ministères. L'institution du poste de directeur des ressources humaines dans tous les départements ministériels depuis 2011 a permis de mettre en place les bases d'une gestion administrative rationnelle et efficace des personnels civils de l'État. Ce décret modificatif vise à optimiser la collaboration entre les différents directeurs des ressources humaines et le ministre chargé de la fonction publique dont ils relèvent dans leurs départements respectifs. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la Convention pour la fourniture de services pour la location et l'exploitation d'une unité flottante de production d'électricité de 100 MW à Zito. La convention Powership a été signée en 2022 entre l'État et la société Car Power International pour faire face à la crise énergétique qu'a connue le pays durant le second trimestre de l'année 2021. Ce décret autorise et engage la mise en œuvre de la convention avec un nouvel opérateur, à savoir la société IMEA Energy Venture, filiale de la société Car Power International. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur,
en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République du Congo relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. Cet accord, signé en juin 2023, vise à faciliter entre les deux pays la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports officiels en mission ou en transit sur le territoire de l'autre partie. Il couvre notamment les membres du personnel diplomatique et les membres de leurs familles, ainsi que les agents des autres services publics détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adopté le 20 décembre 2006 à New York. La ratification de cette convention permettra à notre pays, en synergie avec les autres États signataires, de prévenir et de réprimer durablement l'enlèvement, la détention ou toute forme de privation de liberté extrajudiciaire de personnes physiques, quels que soient les auteurs, et de garantir le droit des victimes à la justice et à la réparation. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat pour l'exploitation du parc des expositions d'Abidjan, le PEA en abrégé. Dans le cadre de la modernisation du commerce intérieur, le gouvernement a réalisé des investissements importants pour la construction du parc des expositions d'Abidjan. Inauguré en juillet 2023 pour abriter les manifestations de promotion commerciale et culturelle d'envergure internationale. Relativement à l'exploitation commerciale et à l'entretien-maintenance de l'ouvrage, l'État et la société GL Event Venue, reconnus sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'événementiel, ont signé un contrat de partenariat public d'une durée de 6 ans. Le contrat prévoit notamment un programme de formation et de transfert de compétences à l'effet d'assurer l'exploitation de l'ouvrage par des compétences locales. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'application des dispositions relatives au licenciement collectif pour motifs économiques. En application de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail, ce décret fixe les conditions et les procédures du licenciement collectif pour motifs économiques. Il détermine notamment les pièces exigibles et les procédures de saisine des instances compétentes selon les motifs prévus et pouvant être invoqués par l'employeur. Bien entendu, l'ensemble de ces dispositifs vise à protéger les employés, les travailleurs. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant la santé et la sécurité du travail. Prévu par le Code du travail, ce comité est une instance de dialogue social partagé, d'émettre des avis sur toutes les questions relatives, je reprends, prévues par le Code du travail. Ce comité est une instance de dialogue social
chargé d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Ce nouvel organe est créé en remplacement du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, institué par l'ancien Code du travail. Je voudrais à présent évoquer avec vous les mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, 2 mesures individuelles ont été adoptées. Le Conseil a d'abord adopté un décret portant nomination de M. Aoussi Kwa Sévérin, ambassadeur, en qualité de représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avec résidence à Vienne, en Autriche. Enfin, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Lee Kim-Kui en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Rabat, au Maroc. Je vais à présent évoquer avec vous les différentes communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à l'opération spéciale de déguerpissement et de relogement des populations du district autonome d'Abidjan vivant dans les zones à risque. Le district autonome d'Abidjan dénomme une trentaine de quartiers d'habitat précaires localisés dans des zones à risque et exposés en permanence à des inondations et des glissements de terrain qui, depuis 2005, ont causé la mort de plus de 340 personnes, soit des pertes de vie humaines de 10 à 15 personnes par an. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, une opération de déguerpissement de ces sites a été initiée par le district autonome d'Abidjan. Aussi, en vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voirie
d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Des plans types seront mis à disposition des familles concernées par les agents du ministère en charge de la construction dédiés spécialement à cette tâche. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule Aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la candidature de la Côte d'Ivoire comme suppléant au sein du Conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, pour le compte des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Le processus ITIE, lancé en 2003, est porté par une organisation internationale qui engage les États signataires à publier régulièrement les revenus provenant des ressources du sous-sol de façon à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières. Selon ces modalités d'organisation et de fonctionnement, chaque sous-région africaine est représentée par 2 membres, l'un titulaire auquel est associé un suppléant qui le remplace à la fin du mandat de 3 ans. Aussi, conformément à la politique de promotion de cadres nationaux dans les organisations internationales engagées par le gouvernement, le Conseil a décidé, pour le poste de suppléant vacant depuis le début du mois de janvier 2024, d'endosser et de soutenir la candidature de notre compatriote Memba Kokunse Antoine, administrateur général des services financiers, président du Conseil national ITIE. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 17 et 18 février 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie. Une délégation de haut niveau, conduite par M. le vice-président de la République, a pris part à cette rencontre tenue sur le 2e plan décennal de l'agenda 2063 autour du thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. » À l'occasion des travaux, le président de la République, en sa qualité de champion de la mise en œuvre de l'agenda 2063, a présenté à travers une vidéo préenregistrée le rapport d'évaluation du premier plan décennal et les perspectives pour une mise en œuvre réussie du 2e plan décennal de l'agenda
2063. La conférence de l'Union a vivement salué la présentation et a adopté le rapport du champion de la mise en œuvre de l'année de l'agenda 2063. Le vice-président de la République, en réponse, a adressé à la conférence des mots de remerciement au nom du président de la République et a réitéré l'engagement résolu du champion de l'agenda 2063, à savoir du chef de l'État ivoirien, à accentuer ses efforts de concert avec ses pairs et toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre efficace du deuxième plan décennal de l'agenda 2063 au bénéfice des populations du continent africain. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au projet de recensement et de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire et à l'étranger, avec pour objectif de mettre à jour le fichier des biens immobiliers de l'État disséminés aussi bien sur l'ensemble du territoire national qu'à l'étranger. Il s'agit, à travers ce recensement, de mettre en place un système d'information complet sur ce patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers selon les projections de 2023 effectuées à partir du dernier recensement du patrimoine immobilier de l'État de 2014. Il permettra également d'établir, à terme, une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique. Un autre projet, adossé aux 10 projets, est relatif à la sécurisation juridique du patrimoine immobilier de l'État. D'un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, ce projet sera exécuté à travers un dispositif réglementaire plus adapté et simplifié pour accélérer le processus de délivrance des arrêtés d'affectation de façon à préserver davantage les intérêts de l'État et à développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources liées à ce patrimoine national. Un communiqué du Conseil donnera les autres détails de ce projet de sécurisation juridique. Ce dernier point donc, a mis un terme au point évoqué donc, à l'ordre du jour de ce Conseil. Nous n'avons pas eu de point de divers. La date du prochain Conseil a été prévue pour le 10 avril 2024. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour toute éventuelle question de précision sur le Conseil d'abord et ensuite des questions d'actualité s'il y en avait éventuellement. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Paul Kwaku du quotidien Le Mandat. Si vous le permettez, j'ai 3 questions. La première est relative à la loi sur les pièces exigibles à un employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour cause économique. Est-ce qu'on peut avoir quelques-unes de ces pièces? La deuxième question, elle est relative aux opérations de déguerpissement. Vous avez indiqué qu'il s'agit d'une trentaine de quartiers. Est-ce qu'il s'agit de 30 quartiers, de 31 quartiers, de 33 quartiers? Quel est le chiffre exact? Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces quartiers, à tout le moins les communes dans lesquelles sont situés ces quartiers? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez annoncé 3 questions. C'est la dernière, à 2 volets, en fait. Ok, merci. Pour les pièces exigibles, vous savez très bien qu'ici, je fais juste un compte-rendu du Conseil. Tous les actes, les décrets, les communications sont publiés dans leur intégralité. Donc, en ce qui concerne ce décret, vous aurez tous les détails lorsqu'il sera publié donc, au journal officiel.
Pour ce qui est donc de l'opération de déguerpissement, vous savez que la définition des quartiers à haut risque n'est pas une définition qui est figée. C'est pourquoi nous parlons d'une trentaine de quartiers. Quand nous avons regardé les quartiers qui se trouvent dans des vallées, donc qui sont inondables, ou sur les flancs de collines, donc qui sont susceptibles de glissement de terrain, donne cette évaluation-là, environ une trentaine de quartiers. Donc ça peut évoluer. Évidemment, c'est quand malheureusement des drames arrivent qu'on s'en rend compte. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous dire le chiffre exact. C'est l'évaluation qui donne une trentaine de quartiers. Je suis d'accord avec vous, ça peut être 31, ça peut être 32. Les experts sont en train de travailler et puis on aura un chiffre précis. C'est la même réponse que je peux donner en ce qui concerne la localisation de ces quartiers. Il a été dit clairement que la primature endosse donc ces travaux de déguerpissement. Une cellule a été mise en place et qui est logée au sein de la primature. Accepter que cette cellule-là continue de travailler et surtout qu'elle prévienne chaque fois, puisque c'est elle qui est chargée d'élaborer le calendrier donc de déguerpissement. Il va sans dire que si vous êtes un peu patient, ben vous aurez tous les détails quand la cellule va commencer à communiquer. C'est la cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. C'est comme ça qu'elle a été dénommée et elle est spécialement chargée de ce programme donc de déguerpissement dans les quartiers précaires. Monsieur le ministre, Lassina Ouattara du quotidien Le Patriote. Monsieur le ministre, l'État a décidé de venir en aide aux impactés dans l'opération spéciale de déguerpissement. Vous avez parlé de l'opération à Jesco et à Bouribana. Pourtant, il y a le quartier de Banco qui a été aussi déguerpi. Quel est le sort de ces populations? Merci. Je vous ai indiqué qu'il y a une cellule qui est logée au sein de la primature et qui s'occupe de toutes ces questions. Nous avons cité ces deux quartiers parce que lors de l'opération qui a été lancée donc, par le district d'Abidjan, ce sont ces deux quartiers qui ont le plus défrayé la chronique. Mais il va sans dire que tous les quartiers impactés, on vous a parlé d'une trentaine de quartiers, donc quand vous évoquez Banco, vous imaginez bien que Banco peut faire partie de cette trentaine de quartiers. Donc aucun quartier ne sera, donc, je dirais, laissé pour compte dans le travail de cette cellule qui est logée au sein donc, de la primature et elle préviendra pour tous les déguerpissements futurs et en même temps, elle s'occupera de tout ce qui est de prise en charge, de relogement des familles. Mais je dois préciser que pour le cas d'espèce, les mesures qui ont été annoncées sont des mesures spécifiques. Tout nouveau quartier précaire qui va se constituer sera déguerpi. Il faudrait que cela soit sûr. Il ne faudrait pas que les mesures qu'on annonce soient un appel d'air qui va encourager les gens à aller s'installer de façon désordonnée. Il y a un programme spécial qui est mis en place. Ce programme, il sera suivi. Le chef de l'État a donné des indications claires pour que cela se fasse de façon humaine. C'est dans la prise en compte de ces orientations du chef de l'État que toutes ces mesures ont été annoncées, mais cela ne veut pas dire que tous les autres quartiers précaires qui vont s'installer à compter de ce jour seront donc traités dans le cadre des décisions qui ont été prises actuellement. Il y a une volonté de sauver des vies. Il y a une volonté très ferme d'éviter que nous connaissions les drames que nous connaissons chaque fois qu'il y a des pluies. Je vous ai donné l'évaluation, c'est 10 à 15 personnes qui meurent par an, donc suite aux intempéries dans ces quartiers précaires. Personne ne peut, aucun gouvernement en tout cas responsable, ne peut accepter cela, ne peut fermer les yeux sur cela. Donc des dispositions seront prises pour éviter que nous connaissions des quartiers précaires à haut risque.
Bonjour, Monsieur le ministre. Eugène Da pour RTCI.info. Toujours sur le cas de déguerpir, les mesures que le gouvernement vient de prendre. Monsieur le ministre, vous avez annoncé un dispositif de relogement de personnes par le gouvernement, de ces personnes impactées-là. Je voulais savoir, il y a déjà 2 sites qui existent. Ebimpe, Aruna Kone. Est-ce que ces mesures-là prennent en compte ces 2 sites qui existent déjà? Aussi, vous avez annoncé que ceux qui ont des titres fonciers auront un dédommagement. Je voulais savoir, est-ce que ceux qui lors de la construction du 4e pont et ses annexes, ceux qui ont été touchés et qui réclament encore et qui ont aussi leur titre foncier sont concernés par ces nouvelles mesures, ou bien c'est les mesures qui prennent en compte récemment les impactés? Merci, Monsieur le ministre. Merci pour votre question. Je voudrais rappeler exactement mes mots. J'ai dit accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Vous savez, il ne faut pas jouer avec les mots parce que dès lors que vous allez parler de dédommagement, les gens vont penser que c'est en numéraire. Non, on a parlé d'accompagnement. Il y a des sites qui sont aujourd'hui identifiés. Il y a notamment vers Songon 36 hectares qui ont été identifiés où on va pouvoir héberger environ 3000 lots qui seront mis à la disposition, 3000 lots donc de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés qui seront mis à la disposition de tous ceux qui seront déguerpis. Donc voilà les mesures qui sont annoncées véritablement. Et on a parlé aussi d'un bail amphithéotique avec un loyer donc de 10 000 francs par mois. Et au bout, donc ce bail va durer d'une période de 20 à 25 ans, mais au bout, les nationaux pourront avoir la pleine propriété sur ce bail amphithéotique. Voilà l'ensemble des mesures qui sont annoncées. C'est vrai, il y a eu des déguerpissements par le passé qui ont permis de reloger certaines personnes. Vous avez cité quelques sites. Il y a aussi le premier site de Songon, où ceux qui ont été déguerpis dans le cadre de la construction du 5e pont ont été relogés. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que des mesures ont été prises pour éviter la fraude. Il n'y aura pas de double inscription. L'administration, c'est une mémoire. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié d'indemnisation, qui ne sont pas partis et qui sont restés, bien qu'ils aient été indemnisés. Les dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait de doubles indemnisations. Il y a ceux qui sont partis et qui ont mis leur maison en location là où ils ont été hébergés et qui sont revenus dans des quartiers précaires. Mais si vous avez déjà été identifié, vous ne pourrez pas bénéficier d'un double accompagnement. Toutes les mesures sont prises. La cellule qui est mise à la primature va travailler de façon rigoureuse et parcimonieuse parce qu'il s'agit des ressources de l'État. Il y a la volonté de l'accompagnement de l'État. Il y a la volonté dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire. Mais il ne faut pas que cela s'accompagne donc de déperdition de ressources parce que des personnes ont voulu gagner 2 fois, ont voulu profiter 2 fois de cette magnanimité de l'État. Donc tout va être fait dans les normes, tout va être fait de façon rigoureuse. C'est une façon donc de dire que s'il y a des gens qui ont déjà bénéficié, qui ont déjà été recasés, ils ne peuvent pas être pris en compte dans l'opération actuelle. Bonjour, Monsieur le ministre. Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, selon le magazine Sika Finance, les agriculteurs camerounais vendent le cacao à 4 225 francs CFA. Ce prix est 4 fois celui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette différence de prix et que compte faire le gouvernement ivoirien pour nos agriculteurs en Côte d'Ivoire?
Ma deuxième question, Monsieur le ministre, avec la découverte du gisement Kalao, la Côte d'Ivoire peut se targuer de faire partie désormais des producteurs d'hydrocarbures. Peut-on espérer dans les mois qui viennent à une réduction de l'électricité en Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur le ministre. Merci. En ce qui concerne le prix du cacao, il faut faire attention aux articles qui sont publiés parce que parfois c'est juste un bout de l'information. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas le même système de vente. Déjà, il faut le savoir. Nous n'avons pas le même niveau de production. Là où la Côte d'Ivoire a environ 2 millions de tonnes donc de cacao, la production du Cameroun doit tourner autour de 250 000 tonnes. Ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Borchamp, le cacao au Cameroun, est vendu plutôt à un peu plus de 1 000 francs le kilo. Borchamp. Ce qui se passe, c'est que parfois les producteurs se mettent en coopérative et ils font une forme de vente aux enchères parce que actuellement le cacao est rare. C'est ce qui explique la flambée des cours. Il est rare essentiellement pour des questions climatiques. La plupart des experts ont annoncé une baisse donc de la production de cacao et au nom de cette rareté, les cours montent et les producteurs camerounais qui n'ont pas le même système de vente que la Côte d'Ivoire peuvent livrer donc leur cacao à ce prix-là. Et pour être précis sur cette question, pour la vente qui a eu lieu, si nos souvenirs sont exacts, c'est environ 25 000 tonnes qui ont été vendues à ce prix-là. Donc vous voyez, ça reste très très marginal. Mais devant la rareté du produit, on peut comprendre que certains chocolatiers, certains usiniers se soient pressés sur cette production-là. Nous n'avons pas du tout le même système de vente. On ne peut pas comparer nos systèmes de vente. Nous, notre système est équivalent ou plutôt égal à celui du Ghana, avec lequel d'ailleurs nous sommes en association, donc pour pouvoir commercialiser nos produits, ce qui fait que vous allez voir qu'en général, le prix d'achat du cacao au Ghana et à la Côte d'Ivoire est sensiblement le même, parce que nous avons le même système de vente. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question-là. Pour ce qui est de la découverte du gaz, ben déjà il faut se réjouir que notre sous-sol soit si riche et que de plus en plus nous découvrions donc de l'hydrocarbure qui commence à nous faire entrer donc, dans la cour des pays producteurs. Mais ce que vous devez savoir, si vous avez suivi la communication autour de la découverte du gisement Kalao, il n'entrera en production qu'à partir de 2026. C'est seulement à partir de ce moment qu'on pourra dire que nous pourrons jouir de la production donc, de ce gisement-là. Et puis 2026, ce n'est pas la pleine production. Il faut un certain temps pour qu'on puisse atteindre la vitesse de croisière et avoir donc la pleine production. Donc ça veut dire que l'impact ne pourra pas être immédiat. Mais au-delà, vous devez savoir que l'électricité est subventionnée dans notre pays. Donc, ces découvertes de gisements, que ce soit de pétrole ou de gaz, devraient permettre à l'État, d'une certaine façon, donc de réduire ce qu'il injecte dans la subvention, puisqu'on aura moins de gaz ou de pétrole à importer pour faire fonctionner donc nos turbines si nous les produisons nous-mêmes. Donc l'impact ne sera pas immédiat, mais il faut souhaiter que nous fassions de plus en plus de découvertes. Nous avons suffisamment communiqué sur la question de l'énergie électrique. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a beaucoup communiqué. Vous savez que nous vendons l'électricité à un prix qui est inférieur à son coût de production. D'où cette subvention de l'État. Il en est de même pour beaucoup de nos produits. L'eau est subventionnée, le gaz est subventionné. Nous sommes dans un État solidaire, un État où le chef de l'État, qui veille justement à cette répartition des richesses, fait en sorte que l'Ivoirien n'ait pas payé beaucoup. Même le carburant
est subventionné. Malgré les quelques augmentations que nous avons connues, vous savez que notre carburant est le moins cher dans la sous-région. Donc, c'est tous ces efforts que l'État fait, que l'État continuera de faire. Donc, nous sommes heureux de cette découverte de gisements. Nous souhaitons d'en découvrir encore plus qui pourront permettre, bien sûr, de satisfaire la consommation locale et peut-être, pourquoi pas, d'en exporter de façon à ce que, ayant plus de richesses, eh bien, on puisse les partager le mieux avec les populations. Parce que, au-delà de tout, il s'agit d'assurer le bien-être des populations de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Aristide Autrain du quotidien L'Avenir. Alors, j'ai lu ce matin un arrêté du ministre du Commerce faisant état de l'interdiction de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation de boissons énergisantes alcoolisées. Je voudrais savoir si l'information est exacte et puis quelles sont les raisons qui expliquent cela. Et puis, qu'en est-il donc des stocks de ceux qui ont déjà ces boissons-là? Merci, Monsieur le ministre. C'est un arrêté du ministère du Commerce. Certainement, l'arrêté, donc, dans son exposé des motifs, donne les raisons. Si vous avez lu tout l'arrêté, vous devez avoir donc les raisons. Mais n'oublions pas qu'il y a quelques mois, nous avons connu une très grave crise sociale avec une consommation d'un mélange, justement avec des boissons énergisantes alcoolisées qui étaient utilisées comme drogue. Donc le pays a connu cela, il a fallu des mesures énergiques pour arriver donc à enrayer ce phénomène qui commençait à mettre en danger la vie des jeunes Ivoiriens. Donc on peut imaginer que cet arrêté va dans ce sens-là. Et comme c'est un arrêté qui n'est pas rétroactif, vous dites bien que l'arrêté demande l'interdiction dès sa prise, donc de la fabrication. Mais il va sans dire que pour ce qui a été fabriqué, on n'a pas interdit la vente, on a dit d'arrêter la fabrication. Donc, certainement, les stocks seront épuisés et puis on n'aura plus donc de boissons énergisantes alcoolisées que les jeunes peuvent détourner comme drogue en les mélangeant avec certains produits pharmaceutiques. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Simon Nessinou, journaliste à l'Agence ivoirienne de presse, AIP. Moi, c'est une question politique. Dernièrement, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a désigné l'ex-président Laurent Gbagbo en tant que son candidat pour les élections présidentielles de 2025. Ce dernier a accepté. Et comment le gouvernement accueille cela quand on sait que le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale? Cette question est une question interne au PPACI. Ce n'est pas au gouvernement de se prononcer sur les questions électorales. Il y a une commission électorale indépendante qui existe. C'est elle qui se prononcera sur la question de l'intention de candidature donc, de M. Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de se prononcer sur les questions électorales. Nous avons une commission indépendante électorale dont c'est le rôle.